Londres, 19 mai 1536. Un ciel gris se déplaçait sur la tour de Londres. Dans la cour intérieure, un échafaudage de bois de couleur claire avait été érigé pendant la nuit. Pas un échafaudage ordinaire avec une plateforme, mais une structure inférieure, adaptée pour accueillir quelque chose d'inhabituel. Un bourreau étranger et son arme de choix, une épée aiguë par la coutumière hache anglaise. La foule commence à se rassembler. Les chuchotements se sont répandus. Aujourd'hui, une reine sera exécutée. La première dans toute l'histoire de l'Angleterre. Anne Boleyn, la femme qui a déclenché la rupture avec Rome et révolutionné le royaume, affrontera son destin ce matin, à l'intérieur des murs de la tour, dans une petite chambre qui a été sa prison durant les 17 derniers jours. Anne se réveille à son dernier jour de vie. À 35 ans, elle maintient l'élégance qui, autrefois, avait captivé le roi le plus puissant d'Angleterre. Ses dames de compagnie, les rares qui lui sont restées fidèles, l'aident à s'habiller. Anne a soigneusement choisi un manteau gris foncé, doublé de fourrure, sous lequel elle porte un corsage cramoisi, des couleurs qui ne montreront pas le sang. Un choix à la fois pratique et digne. J'entends que le bourreau est très bon, dit Anne en effleurant gracieusement sa gorge. J'ai un petit coup. Ce commentaire, enregistré par les témoins, révèle non seulement du courage, mais une ironie noire face à l'inévitable. Comment Anne Boleyn en est-elle arrivée à cette fin terrible? Fille de Thomas Boleyn, un diplomate ambitieux, et d'Elizabeth Howard, de noble lignée, Anne a grandi en partie à la cour sophistiquée de France, où elle a absorbé la culture de la Renaissance et un raffinement qui la distinguerait plus tard. À son retour en Angleterre, vers 1522, elle n'était pas considérée comme une grande beauté. Avec une peau d'olive, des cheveux noirs et des yeux sombres, elle divergeait de l'idéal de la Renaissance. Teint pâle et cheveux blonds, mais elle possédait quelque chose de bien plus précieux. Une intelligence vive, une connaissance des langues et des arts, et une présence magnétique qui attirait tout le monde autour d'elle. Quand Henri VIII, dont le mariage avec Catherine d'Aragon ne produisait pas les héritiers masculins tant désirés, tourna les yeux vers Anne, elle refusa de suivre les traces de sa sœur, Marie Boleyn, qui avait déjà été la maîtresse du roi. « Je ne serai pas votre concubine », lui aurait-elle dit. « Si vous voulez mon cœur et mon corps, vous devez me donner une couronne. » Un jeu risqué, mais qui allait changer à jamais l'histoire de l'Angleterre. Pendant 7 ans, de 1526 à 1533, Henri poursuivit Anne avec une obsession qui transforma le royaume. Pour l'épouser, il rompit avec l'Église catholique, se déclara chef suprême de la nouvelle Église d'Angleterre, fit face à l'opposition du pape et de l'empereur Charles V, et révolutionna la structure religieuse de son pays. En janvier 1533, Anne et Henri se marièrent secrètement, elle était déjà enceinte. En septembre, Anne donna naissance, à la grande déception du roi, à une fille, la future reine Élisabeth. Le règne d'Anne ne dura que 3 ans, mais son impact fut profond. Intelligente et incisive, elle promut les réformes religieuses, fréquentait des érudits et fit diffuser les traductions anglaises de la Bible, alors interdites. À ses admirateurs, elle était une visionnaire. À ses ennemis, et ils étaient nombreux, une hérétique manipulatrice. Sa chute a commencé par des échecs de reproduction. Après la naissance d'Élisabeth, Anne est tombée enceinte à nouveau, mais a subi une fausse couche en 1534. Une 3e grossesse, en 1535, s'est également terminée par une fausse couche, cette fois d'un fœtus masculin. Pour un roi obsédé par un héritier mâle, ces échecs étaient impardonnables. Alors que l'amour d'Henri se refroidissait, les ennemis d'Anne gagnaient en force, surtout Thomas Cromwell, le ministre en chef du roi. En avril 1536, la conspiration pour renverser Anne gagna de l'élan. Cromwell orchestra une enquête sur la supposée mauvaise conduite de la reine. Le 2 mai, Anne fut arrêtée et emmenée à la Tour de Londres. Les accusations, aussi graves qu'absurdes, adultère avec 5 hommes, y compris son propre frère, Georges Boleyn, complot contre la vie du roi, et trahison. Son procès, le 15 mai, fut une farce légale, sans droit à un avocat, ni même à faire face à ses accusateurs. La reine fut soumise à un tribunal composé presque entièrement d'ennemis politiques. Et pourtant, Anne se défendit avec éloquence. Un témoin déclara. Elle répondit à tout si sagement et si discrètement qu'elle semblait non pas une femme, mais un ange. Mais cela n'avait aucune importance.
Le verdict avait été décidé bien avant l'ouverture du procès. Coupable, condamné à mort par le feu, la peine traditionnelle pour une femme reconnue coupable de trahison. Mais dans un dernier éclair de miséricorde ou peut-être par souci de l'opinion publique internationale, Henri commua la sentence en décapitation et ordonna qu'un spécialiste soit amené de France. Ce bourreau français était un expert de l'épée. Il promettait une mort rapide et relativement indolore. Revenons au 19 mai 1536, à 8 heures du matin. Anne apprit que son exécution était reportée à midi. Un coup cruel. Elle s'était déjà préparée psychologiquement à la fin. Les heures supplémentaires furent consacrées à la prière. Les témoins rapportent qu'elle prit la communion. Et, au cours de ces prières, elle s'arrêta plusieurs fois pour dire « Seigneur, ayez pitié de moi ». À un moment donné, elle jura sur l'hostie sacrée « Je n'ai jamais trahi le roi. Pour mon salut, je suis libéré des choses pour lesquelles j'ai été condamné. » À midi, les tambours commencèrent à résonner. Anne fit ses adieux à ces dames, offrant à chacune un petit cadeau comme souvenir. Un livre de prière, un mouchoir, un bijou. « Souvenez-vous de moi et de la manière dont je meurs. » leur dit-elle, avant d'être conduite à l'échafaud. La foule venue assister à l'exécution était plus petite que prévu, environ 1000 personnes. Il y régnait une atmosphère étrange, presque respectueuse. La plupart des présents ôtèrent leurs chapeaux lorsqu'Anne apparut, vêtue de gris et de cramoisi. Elle marchait avec la dignité qui l'avait toujours caractérisée. Sur l'échafaud, Anne fut autorisée à prononcer un dernier discours. Ses paroles furent soigneusement choisies. « Bon chrétien, je viens ici pour mourir selon la loi, et donc je ne parlerai rien contre lui. Je viens ici pour accuser aucun homme, ni pour parler de tout ce dont je suis accusé. Je prie que Dieu sauve le roi et qu'il le garde longtemps pour régner sur vous. Pour un doux, ni un prince plus miséricordieux n'était jamais là, et pour moi, il a toujours été un bon, doux et seigneur souverain. » Ces mots révèlent une femme extraordinaire. Même face à une mort injuste, Anne ne clama pas son innocence, ni n'attaqua ses ennemis. C'était une décision politique magistrale. Par se présenter comme une sujette fidèle jusqu'à la fin, elle conserva la dignité de la couronne et protégea indirectement l'avenir de sa fille, Élisabeth. Après son discours, Anne retira son manteau et son capuchon, les tendant à ses dames. Un de ses derniers gestes fut de donner un sac de pièces d'or au bourreau, paiement pour un travail bien fait. Elle s'agenouilla ensuite sur l'échafaud, mais remarqua qu'il n'y avait pas de bloc pour reposer sa tête, comme dans les exécutions à la hache. Les titres avec une épée exigeaient que les condamnés restent à genoux droits. Une de ces dames attacha un bandeau sur ses yeux. Anne continua à bouger ses lèvres dans la prière. « Jésus, reçois mon âme. Ô Seigneur Dieu, ayez pitié de mon âme. » Le bourreau, suivant la tradition française, utilisa un astucieux tour pour distraire Anne. « Où est mon épée ?» demanda-t-il à haute voix, bien qu'il l'ait déjà positionnée silencieusement. Quand Anne tourna légèrement la tête vers la voix, le bourreau livra le coup avec une précision brutale. La lame traversa le cou mince, séparant la tête du corps en un seul mouvement. Il y eut un silence momentané, suivi d'un soupir collectif dans la foule. Le bourreau ramassa la tête par les cheveux et la souleva, proclamant « Périche le ennemi of a king ». Mais il n'y eut pas de rugissement coutumier d'approbation. Au lieu de cela, un murmure mal à l'aise se propagea parmi les spectateurs. À ce moment-là, le tonnerre des canons résonna à travers la tour, faisant écho au bruit des vagues du fleuve. C'était le signal pour Henri VIII, qui attendait à son palais de Whitehall, qu'il était libre de se marier à nouveau. Le lendemain, il se fiança officiellement à Jane Seymour. 10 jours plus tard, ils étaient mariés. Le corps d'Anne fut récupéré par ses dames. Une particularité brutale, aucun cercueil adéquat n'avait été fourni pour l'ancienne reine. Improvisant, les gardes trouvèrent un vide coffre de flèches où le corps d'Anne, avec la tête placée à côté, fut transporté à la chapelle de Saint-Pierre à Vincula, dans la tour elle-même. Là, sous le sol en pierre, sans pierre tombale ni marquage, Anne fut enterrée à la hâte dans une tombe anonyme. Henri VIII ordonna que tous les portraits d'Anne soient détruits, ses emblèmes retirés des palais et son nom effacé des registres officiels. Ce damnatio memoriae, la condamnation de la mémoire, fut si efficace qu'à ce jour, aucun portrait contemporain authentifié d'Anne Boleyn n'existe. Cependant, si Henri avait l'intention de supprimer complètement l'influence d'Anne, il échoua de manière spectaculaire. 23 ans après son exécution, sa fille Élisabeth monta sur le trône anglais.
Élisabeth défia toutes les attentes et régna sur l'Angleterre pendant 45 ans dans une époque qu'on appellerait son âge d'or. Sa fille surpassa le père dans presque tous les aspects, et son plus grand héritage fut la stabilité que Henri VIII avait toujours recherchée. En 1876, lors de la restauration de la chapelle de Saint-Peter ad Vincula, des os furent découverts à l'endroit où en était supposé être enterré. Parmi eux, un squelette féminin avec une structure osseuse délicate et un petit crâne furent identifiés comme probablement celui d'Anne. Ces restes furent élevés avec plus de dignité. Aujourd'hui, le site de l'exécution d'Anne est marqué par une simple dalle de verre sur le terrain de la Tour de Londres. Chaque année, à l'anniversaire de sa mort, des roses sont déposées par des admirateurs. Pour beaucoup, Anne Boleyn représente non seulement une figure tragique, mais un symbole de l'injustice historique et du prix que les femmes puissantes paient fréquemment. La dernière ironie est qu'elle triompha par sa fille, qu'Henri considérait comme une déception. Élisabeth I, en prenant le trône, adopta délibérément les caractéristiques cultivées de sa mère, prenant même le blanc emblématique du faucon de sa lignée. En apprenant du destin tragique de sa mère, Élisabeth ne se maria jamais et se déclara mariée à l'Angleterre. La reine vierge construisit un règne réussi sur les cendres du sacrifice de sa mère. Un sacrifice qui débuta ce matin de Maigri en 1536, lorsqu'une reine marcha avec dignité face à une fin inévitable.